par la petite fenêtre qui s'ouvre. L'obscurité entra par la petite fenêtre qui ouvrait sur le côté de la colline. La lueur du feu vacilla. On était en avril, mais il continuait à jouer, tandis que l'ombre de la barbe de Gandalf oscillait sur le mur. L'obscurité envahit toute la pièce. Le feu finit par s'éteindre. Les ombres disparurent, mais ils continuaient à jouer. Et brusquement, l'un après l'autre, ils se mirent à chanter, tout en jouant de ces mélodies gutturales que les nains chantent dans les profondeurs de leur vieille demeure. Et voici un exemple de leur chant, si tant est que cela puisse y ressembler en l'absence de leur musique. Loin, au-delà des montagnes froides et embrumées, vers des cachots profonds et d'antiques cavernes, il nous faut aller avant le lever du jour, en quête de l'or pâle et enchanté. Les nains de jadis jetaient depuis un charme quand les marteaux tombaient comme des cloches sonnantes en des lieux profonds où dorment les choses ténébreuses, dans les salles caverneuses ou les montagnes, pour un antique roi et un seigneur lutin. Là, main à masse dorée et miroitant, ils façonnèrent et forgèrent, et la lumière ils attrapèrent pour la cacher dans les gemmes sur la garde de l'épée. Sur des collines d'argent, ils enfilèrent les étoiles en fleurs sur des couronnes. Ils accrochèrent le feu dragon. En fil torsadé, ils maillèrent la lumière de la lune et du soleil. Loin, au-delà des montagnes froides et embrumées, vers des cachots profonds et d'antiques cavernes, il nous faut aller avant le lever du jour pour réclamer notre or longtemps oublié. Des gobelets, ils ciselèrent là pour eux-mêmes et des harpes d'or où nul homme ne creuse longtemps. Ils sont restés et maintes chansons furent chantées, inentendues des hommes ou des elfes. Les pins rugissaient sur les cimes, les vents gémissaient dans la nuit. Le feu était rouge, il s'étendait flamboyant, les arbres comme des torches étincelaient de lumière. Les cloches sonnaient dans la vallée et les hommes levaient des visages pâles. Alors du dragon, la colère plus féroce que le feu abattit leur tour et leur maison frêle. La montagne fuma sous la lune. Les nains, ils entendirent le pas pesant du destin. Ils fuirent leur demeure pour tomber mourants sous ses pieds, sous la lune. Loin, au-delà des montagnes froides et embrumées, vers des cachots profonds et des cavernes obscures, il nous faut aller avant le lever du jour pour gagner sur lui nos harpes et notre or. En les entendant chanter, le hobbit sentit remuer en lui l'amour des belles choses faites par le travail manuel, l'adresse et la magie. Un amour. En les entendant chanter, le hobbit sentit remuer en lui l'amour des belles choses faites par le travail manuel, l'adresse et la magie. Un amour féroce et jaloux, le désir emprunt au cœur des nains. Alors, quelque chose de Tolkien s'éveilla en lui. Il souhaitait aller voir les grandes montagnes, entendre les pins et les cascades, explorer les cavernes
et portait une épée au lieu d'une canne. Il regarda par la fenêtre. Les étoiles luisaient au-dessus des arbres dans un ciel noir. Il pensa aux joyaux des nains, scintillant dans les cavernes obscures. Soudain, dans la forêt, au-delà de l'eau, s'éleva une flamme. Sans doute quelqu'un allumait-il un feu de bois. Et il vit en imagination des dragons pilleurs s'installer sur sa tranquille colline pour la mettre tout à feu. Il frissonna et très vite il redevint Monsieur Baggins de Baggins sous la colline. Il se leva, tremblant. Il se sentait une certaine velléité d'aller chercher la lampe et une velléité plus certaine encore de faire semblant et d'aller se cacher derrière les tonneaux de bière dans la cave et de ne point remonter que tous les nains ne fussent repartis. Il s'aperçut tout à coup que la musique et le chant avaient cessé et que tous le regardèrent avec des yeux qui brillaient dans l'obscurité. « Où allez-vous » demanda Thorin, d'un ton qui laissait supposer qu'il devinait les deux aspects de la pensée du Hobbit. « Si j'apportais un peu de lumière, dit Bilbo d'un ton d'excuse. Nous aimons l'obscurité, déclarèrent tous les nains d'une seule voix. Nous aimons l'obscurité, déclarèrent tous les nains d'une seule voix. L'obscurité pour les affaires obscures. Il y a encore bien des heures d'ici l'aube. Bien sûr, dit Bilbo. Et il s'assit précipitamment derrière le garde-feu, culbutant avec fracas pelle et tisonnier. Chut, dit Gandalf. Laisse parler Thorin. Et voici comment Thorin entama son discours. Gandalf, nain et Monsieur Baggins, nous voici réunis dans la maison de notre ami et compagnon conspirateur, ce très excellent et audacieux Hobbit. Puisse le poil de ses pieds ne jamais tomber. Louange à son vin et à sa bière. Il s'arrêta pour reprendre souffle et attendre une remarque polie de la part du Hobbit, mais les compliments n'avaient pas le moindre effet sur le pauvre Bilbo Baggins, qui agitait les lèvres en protestation contre l'appellation d'audacieux et, pis encore, de compagnon conspirateur, encore qu'aucun son ne sortit tant il était médusé. Thorin poursuivit donc. Nous nous sommes réunis pour discuter de nos plans, de nos voies et moyens, de la politesse à suivre. Peu avant le lever du jour, nous allons partir pour notre longue expédition, une expédition dont certains d'entre nous, il se peut même tous, à l'exception de notre ami et conseiller, l'ingénieux magicien Gandalf, ne reviendront peut-être pas. C'est un moment solennel. Notre objet est bien connu de tous, j'imagine, mais pour l'inestimable Monsieur Baggins, et peut-être aussi pour un ou deux des plus jeunes nains, je ne pense pas me tromper en nommant Kili et Fili par exemple, la situation telle que se présente exactement en ce moment appelle peut-être une brève explication. C'était là le style de Thorin, nain important, si on lui en avait laissé la liberté. Il aurait sans doute continué ainsi tant qu'il aurait eu du souffle, sans rien dire et qu'il ne fût déjà connu de tous. Mais il fut brutalement interrompu. Le pauvre Bilbo ne put en supporter davantage. Oh, ne reviendront peut-être pas. Il sentit monter en lui un cri qui ne tarda pas à s'échapper. S'échapper comme le sifflet d'une locomotive sortant d'un tunnel. Tous les nains sautèrent en l'air, renversant la table. Gandalf fit jaillir une lumière bleue au bout de sa canne. Gandalf fit jaillir une lumière bleue au bout de sa canne, et dans son éclat de feu d'artifice, on put voir le pauvre petit Hobbit à genoux sur la carpette du foyer, tremblant comme une gelée fondante. Puis il s'écroula de tout son long sur le sol, criant sans arrêt « Foudroyé, je suis foudroyé !» Et ce fut tout ce qu'on put tirer de lui pendant un long moment.
On s'en débarrassa donc en le portant sur le sofa du salon, où on le laissa avec une boisson à côté de lui, et tous retournèrent à leurs sombres affaires. « Quel garçon émotif, dit Gandalf, tandis qu'il reprenait place. Il a parfois de curieuses crises, mais c'est un des meilleurs, oui, un des meilleurs, aussi féroce qu'un dragon affamé. Vous avez jamais vu un dragon affamé, vous concevrez que ce n'était là qu'exagération poétique, appliquée à n'importe quel hobbit, fût-ce même l'arrière-grand-oncle du vieux Touk, Bulroer, taureau mugissant, lequel était si énorme pour un hobbit qu'il pouvait monter un cheval. Il avait chargé les rangs des gobelins du mont Gram à la bataille des Champs Verts et fait sauter la tête leur roi Golfimbule d'un coup de gourdin, laquelle tête avait volé 100 mètres en l'air pour retomber dans un terrier de lapin, et c'est ainsi que fut gagnée la bataille, tout en même temps que fut inventé le jeu du golf. Tout en même temps que fut inventé le jeu de golf. Cependant, le descendant paisible de Bulroar se remettait dans le salon, au bout d'un moment, et après avoir bu un petit coup, il se coula craintivement jusqu'à la porte du parloir. Voici ce qu'il entendit. C'était Glowin qui parlait. Ou quelques ébrouements de ce genre. Croyez-vous qu'il fera l'affaire? Gandalf a beau dire que ce hobbit est féroce, c'est possible, mais un seul cri tel que celui-là, poussé dans un moment d'excitation, suffira à réveiller le dragon et toute sa famille, et nous faire tous tuer. Mais avis qu'il était davantage de peur que d'excitation. En fait, n'eût été le signe sur la porte, j'aurais été certain que nous avions fait erreur sur la maison. Dès le premier coup d'œil sur le petit bonhomme qui s'agitait, tout haletant sur le variation, j'ai éprouvé des doutes. Il a plutôt l'air d'un épicier que d'un cambrioleur. Monsieur Baggins tourna alors la poignée et entra. Son côté Touk l'avait emporté. Il sentait soudain qu'il se passerait de lit et de petit déjeuner pour être jugé impitoyable. Quant au petit bonhomme qui s'agitait sur le paillasson, cela le rendait presque féroce. À maintes reprises, par la suite, le côté Baggins devait regretter ce qu'il faisait à présent. Et il devait se dire alors, « Bilbo, tu étais stupide, tu es entré tout droit pour faire la bêtise. » « Excusez-moi d'avoir surpris vos derniers mots, dit-il. Je ne prétends pas comprendre de quoi vous parliez, ni votre allusion à des cambrioleurs, mais je ne crois pas me tromper en pensant, c'était ce qu'il appelait le prendre de haut, que vous me jugez incapable. Il n'y a aucun signe à ma porte. Elle a été peinte la semaine dernière, et je suis bien certain que vous vous êtes trompé de maison. Dès que j'ai vu vos drôles de têtes sur le seuil, j'ai eu quelques doutes, mais faites comme si c'était la bonne. Dites-moi ce que vous voulez, et je tâcherai de l'accomplir. Dussé-je marcher d'ici à l'est de l'est et combattre les sauvages verts dans les derniers déserts. Un de mes arrière grand-oncles, Bulroar Touk, autrefois. Oui, mais ça, c'était il y a bien longtemps, dit Glowin. Je parlais de vous, et je vous assure qu'il y a une marque sur cette porte, le signe habituel dans le métier, ou enfin qu'il était. Cambrioleur, désir, bon boulot, comportant sensation forte et rémunération raisonnable. Voilà ce qu'elle signifie couramment. Vous pensez dire chercheur de trésors, expert, au lieu de cambrioleur si vous le préférez. C'est ce que font certains. Pour nous, c'est tout un. Gandalf nous avait dit qu'il y avait par ici un homme de ce genre qui cherchait du boulot immédiat et qu'il avait ménagé une rencontre ici, ce mercredi, à l'heure du thé. Bien sûr qu'il y a une marque, dit Gandalf. Je l'y ai mise moi-même pour d'excellentes raisons. Vous m'aviez demandé de trouver un 14e pour votre expédition et j'ai choisi Monsieur Baggins. Qu'un seul d'entre vous dise que je me suis trompé d'homme ou de maison et vous pouvez vous en tenir à 13 et encourir toute la malchance que vous voudrez ou retourner à l'extraction du charbon. Il écrasa Glowin d'un regard si furieux et si menaçant que le nain se tassa sur sa chaise. Et quand Bilbo fit mine d'ouvrir la bouche pour poser une question, il se retourna et le regarda si sévèrement, projetant en avant ses sourcils broussailleux, que le hobbit referma la bouche en faisant claquer ses dents et garda les lèvres serrées.
Bon, dit Gandalf, assez de discussion. J'ai choisi Monsieur Baggins, et cela devait vous suffire. À tous tant que vous êtes. Si je dis que c'est un cambrioleur, c'est un cambrioleur. Ou il le sera le moment venu. Il y a beaucoup plus en lui que vous ne le soupçonnez. Et pas simplement plus qu'il ne le soupçonne lui-même. Vous me remercierez tous peut-être un jour. Et maintenant, Bilbo, allez chercher la lampe, que l'on fasse un peu de lumière sur tout cela. Dans la lumière d'une grande lampe à abat-jour rouge, il étala sur la table un morceau de parchemin qui ressemblait assez à une carte. Ceci fut tracé par Thor, votre grand-père. Thorin, dit-il en réponse aux questions impatientes des nains. C'est un plan de la montagne. Je ne vois pas trop en quoi cela pourrait nous aider, dit Thorin d'un air déçu, après avoir jeté un coup d'œil. J'ai assez bon souvenir de la montagne et de la région environnante, et je sais où se trouve Mirkwood et la lande desséchée, où se reproduisent les grands dragons. Sur la montagne est marqué en rouge un dragon, dit Balin. Mais il sera assez facile de le trouver sans cela, si jamais nous arrivons jusque-là. Il y a un point que vous n'avez pas remarqué, dit le magicien, et c'est l'entrée secrète. Vous voyez cette rune sur le côté ouest, et la main qui la désigne. Elle marque un passage caché vers les salles inférieures. Il a pu être secret autrefois, dit Thorin, mais comment savoir s'il l'est encore? Le vieux Smaug a vécu là assez longtemps pour découvrir tout ce qu'il y a à connaître de ces cavernes. Peut-être, mais il n'a pas pu l'utiliser depuis bien des années. Pourquoi donc? Parce que le passage est trop petit. La porte a 5 pieds de haut et 3 peuvent passer du fond, disent les runes. Mais Smaug ne pourrait ramper par un trou de cette dimension, pas même quand il était qu'un petit dragon, et certainement pas après avoir dévoré tant de nains et d'hommes de Dal. Cela me paraît un très grand trou, vaguait Bilbo, qui n'avait aucune expérience des dragons, mais seulement de trous de hobbits. Il oubliait d'observer le silence tant son intérêt était de nouveau excité. Il adorait les cartes et dans son vestibule en était suspendue une grande représentant tout le pays d'alentour sur lesquels étaient tracées en rouge toutes ses promenades favorites. Comment pouvait-on tenir une si grande porte secrète pour tous à l'extérieur, hormis le dragon, demanda-t-il. Ce n'était qu'un hobbit, rappelez-vous. Il y avait bien des manières, dit Gandalf, mais laquelle a été utilisée par cette porte-ci, nous ne le saurons qu'en allant voir sur place. D'après les indications de la carte, je penserais qu'il y a une porte fermée, qui a été faite à la ressemblance exacte du flanc de la montagne. C'est là la méthode habituelle aux nains. Je ne pense pas me tromper, n'est-ce pas? C'est tout à fait exact, dit Thorin. Et puis, poursuivit Gandalf, j'ai oublié de mentionner qu'avec la carte, il y avait une curieuse petite clé. La voici, dit-il, tendant à Thorin une clé d'argent au long canon et au bout de rôle compliqué. Gardez-la soigneusement. Oui, certes, dit Thorin, et elle l'accrocha à une belle chaîne qu'il avait au cou sous sa veste. À présent, les choses se présentèrent sous un meilleur jour. Cette nouvelle améliore grandement les perspectives. Jusqu'à présent, nous n'avions aucune idée claire sur ce qu'il convenait de faire. Nous pensions nous diriger vers l'est jusqu'au long lac avec toute la prudence et le silence possible. C'est après cela que les difficultés commenceraient. Ce ne sera pas tout de suite, pour autant que je connaisse les routes de l'Est, dit Gandalf, l'interrompant. De là, nous
pourrions remonter le long de la rivière courante, continua Thorin, sans prêter attention et gagner ainsi les ruines de Thel. La vieille ville qui se retrouve là, dans la vallée, au pied de la montagne. La vieille ville qui se trouve là, dans la vallée, au pied de la montagne. Mais nous n'aimions ni les uns ni les autres l'idée de la porte principale. La rivière en sort tout droit par le grand à pic au sud de la montagne, et c'est aussi par là que sort le dragon, beaucoup trop souvent, à moins qu'il n'y ait changé ses habitudes. Beaucoup trop souvent, à moins qu'il n'y ait changé ses habitudes. Je te propose qu'on s'arrête là, parce que d'habitude, suite au prochain épisode. Suite au prochain épisode. J'espère que cette petite lecture t'aura fait du bien. En ma compagnie, j'espère que cette petite lecture en ma compagnie t'aura. J'espère que cette petite lecture en ma compagnie t'aura plu. T'aura surtout peut-être fait rêver, rappeler des souvenirs. T'aura replongé dans un univers fantastique, rempli d'aventures. C'était le tout début de notre lecture du Hobbit, de Bilbo le Hobbit. J'ai vraiment aimé te conter ce premier chapitre qui n'est toujours pas fini. Les chapitres sont vraiment longs. Donc je te propose qu'on continue cette grande épopée une prochaine fois. J'étais ravie de te retrouver ce soir. Je te souhaite surtout une douce nuit. Je te souhaite surtout une douce nuit. Fais de beaux rêves. J'arrive plus à parler. J'ai pas bu d'eau. Je suis desséchée. J'ai même pas fait de coupure. Incroyable. Et j'ai tellement chaud. Je suis en nage. Je suis vraiment en nage. J'ai tellement chaud. Je tiens plus. Vraiment, je tiens plus. Donc, ce sera pour une prochaine fois. En tout cas, j'ai vraiment passé un très très agréable moment avec toi ce soir. J'ai beaucoup aimé aussi faire du soft spoken avec ce tout nouveau micro. Tu pourras m'en dire des nouvelles. Un petit micro pomme de pain. Que j'ai trouvé très relaxant, soit dit en passant. Sur ce, je te fais de gros bisous. Je te souhaite
petit micro pomme de pin aura pu peut-être te faire frissonner un petit peu. Ce petit micro pomme de pin aura pu aussi, je pense, t'apporter quelques frissons. En tout cas, il m'a beaucoup plu, ce tout nouveau micro. Tout petit micro. J'espère que mon soft spoken était à la hauteur de cette lecture, à la hauteur de ce roman tout simplement incroyable. Et je suis impatiente de le continuer avec toi. Avant de partir, je te donne cette petite couronne que j'ai confectionnée pour toi. Une petite couronne de fleurs pour que... Hop. Attends, bouge pas, je te la mets. Pour que tu penses à moi et qu'on soit assortis. Voilà, comme ça. Attends, bouge pas, je te l'accroche entre tes cheveux. Magnifique. Comme ça, on est assortis. Comme ça, tu penseras à moi en mon absence jusqu'à notre prochain rendez-vous où tu pourras la porter. Je te souhaite un doux sommeil. Dors bien et à très